s'est tous déjà retrouvés, je pense, face à son jardin, en se disant mais pourquoi ça pousse pas? On a beau mettre du soleil, de l'eau, on bichonne, et paf, certaines plantes font la tête. Oui, les feuilles jaunissent, la floraison est un peu timide. C'est ça. Ou alors l'inverse. Ce coin qu'on croyait un peu nul et qui explose de vie. Tout à fait. Et souvent, la clé, elle est juste là, sous nos pieds. Invisible, mais super importante. Alors, regardons ça de plus près aujourd'hui. Allons-y. On va parler du fameux pH du sol. Ça a l'air d'être juste un chiffre comme ça, mais visiblement, c'est un peu le secret, non? Pour avoir un beau jardin. C'est un des grands secrets, oui. Qu'est-ce que c'est exactement ce pH? Et pourquoi c'est si fondamental? Le pH du sol, en gros, ça mesure si votre sol est acide ou alors alcalin, on dit aussi basique. D'accord. C'est une échelle de 0 à 14. Pour faire simple, en dessous de 7, c'est acide, pile à 7, c'est neutre, Ok. et au-dessus de 7, c'est basique. Souvent, on dit calcaire, d'ailleurs. Ah oui, calcaire, ça parle plus. Voilà. En pratique, dans nos jardins, ça se balade souvent entre 4,5, ça c'est très acide, et 8 pour les plus basiques. D'accord. Et l'idée, là, c'est de comprendre pourquoi ce chiffre, qui a l'air un peu technique, il a un impact énorme sur la santé des plantes. Et surtout, comment on s'en sert pour mieux jardiner. Ok, je vois. Et ce qui est vraiment fascinant avec ça, et qu'on oublie parfois, c'est que le pH, c'est pas juste un chiffre comme ça, isolé. Non. Non. C'est un peu le chef d'orchestre de plein de choses dans le sol. Ça va influencer directement l'activité des microbes. Tu sais, les bactéries, les champignons. Ah oui, la vie du sol. Exactement. Ces petites bêtes sont cruciales. Elles décomposent la matière organique, elles libèrent les nutriments. Et elles bossent mieux à certains pH. D'accord. Et puis, de manière encore plus directe, le pH contrôle la disponibilité des nutriments pour la plante, chimiquement parlant. Comment ça? L'exemple type, c'est la chlorose, tu sais, les feuilles qui jaunissent entre les nervures. Oui, on voit souvent ça. Souvent, c'est dû à un manque de fer. Mais le truc, c'est que dans un sol très basique, très calcaire, donc avec un pH élevé, Oui. le fer, même s'il y en a plein dans le sol, il est comme verrouillé chimiquement. La plante n'arrive pas à l'attraper. Ah d'accord. Donc le sol peut être riche, mais la plante a faim quand même. C'est exactement ça. Et ça montre bien qu'il suffit pas d'avoir un sol riche sur le papier. Si le pH bloque l'accès, carence. C'est fou ça. Et ça joue même sur la structure du sol, comment la terre s'agence, et bien sûr sur comment les racines se développent. Donc si je récapitule, un mauvais pH, ça peut littéralement affamer une plante même si on a mis de l'engrais et tout. C'est ça. Le garde-manger est plein, mais la porte est fermée à clé. C'est dingue. On pense souvent à faut de l'engrais, mais la clé, elle est peut-être juste dans ce pH. Souvent, oui. Et en plus, ça se complique parce que les plantes, elles ont leurs petites préférences, c'est ça? Tout à fait. C'est là que le jardinier doit un peu enquêter. Chaque plante a évolué dans un certain type de sol et donc elle a ses goûts en matière de pH. D'accord. Donnons quelques exemples pour que ça soit clair. Si quelqu'un rêve d'azalée, de rhododendron ou de myrtille, Ah oui, les grands classiques. voilà, là, il faut un sol comment? Acide, impérativement. Idéalement entre 4,5 et 6. On les appelle les plantes acidophiles. Elles aiment l'acide. Ok, acidophile. Et à l'inverse, si on aime les pivoines, le lilas, Alors là, c'est plutôt l'inverse. Elles préfèrent un sol plus basique, calcaire, au-dessus de 7. Certaines céréales aussi d'ailleurs. d'accord. Et pour les trucs plus courants, genre les tomates, les salades, Ah, elles sont souvent plus faciles à vivre. Elles aiment bien un sol neutre ou juste un petit peu acide. Disons entre 6 et 7, c'est parfait pour beaucoup de légumes du potager. donc connaître ça, ça change tout. Mon idée de planter des myrtilles juste à côté de ma lavande, qui aime le calcaire, c'est peut-être pas génial. Non, ça risque d'être un casse-tête. Il y en a une des deux qui ne sera pas contente. D'accord, je vois. Respecter le bon pH pour la bonne plante, c'est se donner toutes les chances. Ça veut dire une bonne croissance, un beau feuillage, des fleurs, des fruits. Logique. Et à l'inverse, si on met une plante là où le pH lui convient pas, elle va galérer, même si on arrose bien, qu'on met de l'engrais. Elle va faire quoi alors? Juste pousser moins bien? Oui, croissance limitée, des signes de carence, le fameux jaunissement, mais ça peut être aussi des feuilles qui rougissent bizarrement. Ah oui? Oui, moins de fleurs, voire pas du tout. Et puis globalement, elle sera plus fragile, plus sensible aux maladies, aux pucerons. D'accord. Donc, identifier son pH et choisir les plantes en fonction, c'est vraiment la base. C'est une étape clé pour éviter les frustrations, oui. Bon, ok, c'est super clair. Mais alors, imaginons, je fais un test et je découvre que mon sol est très calcaire. Et moi, je rêve d'hortensia bleue. Ah, le rêve classique.
qui demandent de l'acidité. Exactement. C'est fichu. Je dois faire une croix dessus. Ou on peut tricher un peu. Heureusement, on peut souvent intervenir. Ce n'est pas toujours une fatalité. On peut modifier le pH du sol. Ça demande un peu de travail et de patience, mais c'est possible. Ah. Comment on fait alors si mon sol est trop acide, par exemple, et que je veux planter des trucs qui aiment moins l'acide? Si le sol est trop acide, donc pH bas, et qu'on veut le remonter, le rendre moins acide, voire neutre ou un peu basique, il faut ajouter des choses basiques, des amendements calcaires. Genre de la craie? Presque. Le plus connu, c'est la chaux agricole, du carbonate de calcium ou de magnésium. On peut aussi utiliser du lithotamane, c'est une algue calcaire. D'accord. Ou alors plus simple, de la cendre de bois. Bien tamisé. Ah, la cendre de la cheminée. Oui, mais attention, hein, avec modération. C'est très alcalin, ça peut brûler les racines si on en met trop d'un coup. Mais ça apporte aussi de la potasse, c'est intéressant. Ok. Et l'inverse. Mon sol trop calcaire pour mes hortensias bleues. Je fais comment pour le rendre plus acide? Alors là, pour faire baisser le pH, pour acidifier un sol trop basique, le plus direct, c'est d'ajouter du soufre en poudre qu'on appelle soufre fleur. Du soufre. Oui, les bactéries du sol vont le transformer petit à petit en acide sulfurique. Ça va neutraliser le calcaire et faire descendre le pH. C'est efficace. Mais il faut être patient, ça prend du temps, plusieurs années parfois, et il faut y aller doucement. D'accord, pas d'un coup. Non. Une autre méthode, plus douce et souvent bonne pour la terre en général, c'est d'apporter régulièrement de la matière organique acide. C'est-à-dire? La terre de bruyère, évidemment, mais aussi des écorces de pin broyées, du compost de feuilles de chêne ou de sapin, ou de la tourbe blonde, même si la tourbe, écologiquement, c'est un peu discuté maintenant. Oui, j'ai entendu ça. Donc, modifier le pH, c'est faisable, mais j'imagine que c'est pas anodin, quoi. On touche à l'équilibre du sol, non? Est-ce qu'en voulant arranger le pH, on risque pas de dérégler autre chose? La vie microbienne, par exemple? C'est une excellente question. C'est tout à fait juste. Il faut y aller prudemment et progressivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Un changement trop rapide, trop brutal, ça peut stresser toute la vie du sol, la microfaune, la microflore, ça peut même bloquer d'autres nutriments ou, à l'inverse, libérer des éléments qui deviennent toxiques si le pH change trop vite, comme l'aluminium en milieu très acide. Ah oui, quand même. Donc, c'est crucial de, primo, bien savoir d'où on part. Quel est le pH initial? Ok. Deuxio, fixer un objectif réaliste pour les plantes qu'on veut. Tertio, apporter les produits correcteurs, la chaux, le soufre, etc., par petites touches, bien mélangées au sol, et si possible le faire plutôt à l'automne ou en hiver. Pourquoi à ce moment-là? Pour laisser le temps au sol de digérer le changement, que les processus chimiques et biologiques se fassent en douceur avant les plantations de printemps. Et puis, quarto, il faut surveiller, retester le pH de temps en temps. C'est un ajustement, pas une révolution. Je comprends. Et j'imagine que si le sol est vraiment très très acide ou très très calcaire à la base, maintenir le bon pH, ça doit être un travail constant. Exactement, ça peut demander des apports réguliers année après année. Ce qui m'amène à une autre idée, peut-être plus zen, plus simple, je sais pas. Ah. Laquelle? Et si, au lieu de s'acharner à vouloir changer le sol à tout prix, on changeait juste nos envies de plantes? S'adapter au sol qu'on a, c'est possible, non? Ah ben oui, c'est non seulement possible, mais c'est souvent la solution la plus sage et la plus durable en fait. C'est une autre façon de voir le jardinage. Complètement. Au lieu de se battre contre la nature du lieu, on fait avec. On observe son sol, on comprend comment il est, son pH notamment, et on choisit des plantes qui vont s'y plaire naturellement, sans avoir besoin de sortir l'artillerie lourde tous les ans. Et les avantages, concrètement, à part économiser de l'huile de coude et de l'argent en produits? Déjà c'est énorme, hein. Mais oui, les plantes aussi sont gagnantes. Elles sont dans leur élément, donc elles sont plus fortes, plus résistantes. Mieux que si on les force un peu? Souvent, oui. Elles résistent mieux à la sécheresse, aux maladies. C'est aussi plus logique écologiquement, on respecte le milieu. C'est vrai? Si on a un sol calcaire, pourquoi s'entêter avec des azalées qui vont faire la tête? On peut faire des choses magnifiques avec des pivoines, des lilas, des clématites, des élébores. Ou même un potager avec des choux, des betteraves qui aiment bien ça. Et si le sol est acide? Alors là, c'est le bonheur pour les hortensias bleues, le vrai bleu intense. Ça dépend de l'acidité. Ah voilà. Mais aussi les érables du Japon, les fougères, les azalées bien sûr, ou pour faire un coin de myrtille, de framboise. Il y a de quoi faire dans tous les cas. Bon, alors concrètement, ça veut dire quoi pour la personne qui jardine et qui nous écoute? La première étape, celle qu'on ne peut pas zapper,
que ce soit pour corriger ou pour s'adapter. C'est de savoir. C'est de connaître le pH de son jardin. Voilà. Comment on fait ça? Simplement, sans être chimiste. Ah, mais pas besoin d'une blouse blanche, hein. Il y a plein de méthodes, plus ou moins précises, mais tout accessibles. Ok. Commençons par les trucs maison, le système D. Le coup du vinaigre et du bicarbonate, ça marche ce truc? Oui, ça donne une première idée. C'est très simple. On prend un peu de terre bien sèche, Oui. on verse un peu de vinaigre blanc dessus. Si ça fait des bulles, si ça mousse bien, Alors? c'est qu'il y a du calcaire actif. Donc le sol est sûrement basique, pH au-dessus de 7. Ok. Et si ça fait rien? Si ça fait rien, on prend un autre échantillon de terre, on le mélange avec de l'eau. Attention, eau de pluie ou déminéralisée, c'est mieux, pour pas fausser. Pourquoi? L'eau du robinet est souvent calcaire, elle fausserait le test pour l'acidité. Ah, logique. Ok. Terre plus eau, neutre. On secoue, on laisse décanter un peu, et là, on ajoute une petite cuillère de bicarbonate de soude. Et si ça mousse? Si ça mousse, là, c'est l'inverse. C'est une réaction acide. Le sol est acide, pH sous 7. Et si? Rien ne mousse. Ni avec le vinaigre, ni avec le bicarbonate. Alors on peut supposer que le sol est plutôt neutre, autour de 7. C'est rapide, gratuit, mais bon, ça dit juste acide ou basique, ça donne pas de chiffre précis. D'accord, c'est déjà une piste. Et il y avait aussi une histoire de chou rouge, non? C'est plus précis. C'est pas forcément plus précis en chiffres, mais c'est très visuel. Le jus de chou rouille, c'est un super indicateur de pH naturel. Comment on fait? On fait bouillir quelques feuilles de chou rouge dans un peu d'eau, 10 minutes environ. On filtre, on garde le jus violet. Oui. Après, on prend un peu de terre de jardin dans un bocal, on ajoute de l'eau déminéralisée, on secoue bien, on laisse décanter et on verse un peu de jus de chou rouge dedans. Et là, magie. Un peu. La couleur change. Si ça devient rose, rouge vif, sol acide. D'accord. Si ça vire au bleu ou même au vert, sol basique. Ok. Et si ça reste plus ou moins violet comme au début, sol neutre. C'est sympa à faire, même pédagogique. Oui, j'aime bien l'idée. Et pour ceux qui sont plus observateurs, il y a l'indice des mauvaises herbes, comme on dit. Les plantes bio-indicatrices. Ça marche? C'est une approche intéressante, oui. Mais à prendre comme un indice, pas comme une certitude absolue. Certaines plantes sauvages, elles ont vraiment leur préférence, hein. Par exemple? C'est souvent signe d'un sol neutre à basique, parfois un peu tassé ou calcaire. Mais une plante peut pousser un peu partout, non? Oui, bien sûr. Il faut regarder ce qui domine, l'ensemble des plantes spontanées, pas juste une seule. C'est un bon complément d'info. Et on peut aussi juste regarder sa terre, la toucher. Bien sûr. L'œil et la main donnent des indices. Une terre très noire, légère, qui sent bon l'humus. Oui. C'est souvent acide ou neutre et riche. Une terre très claire, beige, un peu crayeuse, qui colle aux bottes quand c'est mouillé et qui devient dure comme du béton en séchant, avec des craquelures. Ça, c'est typique du calcaire. Typiquement calcaire, donc basique. La couleur, la texture, comment l'eau s'infiltre ou stagne, ça raconte plein de choses. D'accord. Et si on veut quand même un chiffre, même si c'est pas hyper précis, les petits kits qu'on trouve en jardinerie, ça vaut le coup? Oui, c'est une bonne option pour avoir une estimation chiffrée. C'est pratique. Souvent, c'est des bandelettes de papier qui changent de couleur ou des petits tests liquides. Et c'est fiable? Le principe est le même. On mélange terre et eau déminéralisée. J'insiste, eau neutre. Oui, oui. On laisse décanter, puis on trempe la bandelette dans l'eau claire, où on ajoute le réactif. On compare la couleur obtenue à une échelle fournie avec le kit. Et ça donne le pH. Oui, ça donne une valeur approximative, souvent par tranche de 0,5 ou 1 unité pH. C'est pas une analyse de labo, hein, mais pour le jardin, c'est souvent bien suffisant pour décider quoi faire. C'est un bon compromis. Parfait. Donc, une fois qu'on a cette info, que ce soit juste acide ou basique, ou un chiffre un peu plus précis, on en revient à ce choix. Corriger ou s'adapter. Exactement. On a les cartes en main. Est-ce qu'on essaye de modifier le sol pour qu'il colle à nos rêves de plantes, ou est-ce qu'on adapte nos rêves au sol qu'on a? Il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Non, il n'y a pas une seule bonne réponse. Ça dépend vraiment de chaque jardin, de chaque jardinier, de ce qu'on a envie de faire et de l'écart qu'il y a à combler. Les deux voies sont possibles. Et peut-être que rien que le fait de s'intéresser à ça, au pH, ça change déjà un peu notre regard sur le jardin, non? C'est plus juste un bout de terrain où on plante des trucs. Ah, mais complètement. Ça devient quelque chose de plus vivant, avec son caractère propre. Même la mauvaise herbe, on la voit différemment. Elle nous dit peut-être quelque chose. C'est une très belle façon de le dire. Si on prend un peu de recul,
Si on le relie cela à une vision plus large, on touche vraiment à ça. L'équilibre entre notre envie de faire, de modeler, et la sagesse d'écouter, d'accepter, de faire avec ce qui est là. Le jardinage, comme un dialogue. Dire d'adapter ses plantes au sol qu'on a, ce n'est pas baisser les bras, c'est souvent un choix très intelligent écologiquement. Ça mène à plus de résilience, plus de simplicité et une beauté qui dure. C'est travailler avec la nature, pas contre elle. L'invitation, donc, c'est ça, hein, prendre le temps d'observer sa terre, peut-être faire un petit test simple pour la connaître un peu mieux, Oui, oser regarder sous ses pieds. et ensuite, faire ses choix, corriger un peu, en douceur, si ça a du sens pour son projet. Mais surtout, apprendre à aimer les plantes qui se plaisent naturellement chez soi. Chaque petit geste conscient, chaque choix qu'on fait en connaissance de cause, ça rend le jardin plus vivant, plus généreux. Une belle aventure, au fond. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être, ce pH, c'est clairement une clé importante, une clé chimique pour comprendre son sol et mieux jardiner. Mais il faut jamais oublier que ce n'est qu'un aspect d'un système hyper complexe, hyper vivant. Il n'y a pas que le pH. Non, loin de là. Le sol, ça fourmille de vie invisible, bactéries, champignons, micro-animaux. Il a sa propre structure, sa façon de garder l'eau, de la laisser passer. C'est tout un monde. C'est vrai. Alors, une question pour aller plus loin peut-être. Au-delà de ce chiffre, du pH, comment on peut affiner notre regard pour percevoir toutes ces autres interactions? Comment on peut mieux respecter cette complexité sous nos pieds pour jardiner vraiment en harmonie avec tout ça? Une exploration continue, en somme. Exactement. C'est sans doute là que se trouve la prochaine étape de notre apprentissage de jardinier, apprendre à lire le sol dans toute sa richesse.